How dare you? Make our planet great again. Au moins 370 mobilisations contre les grands projets inutiles sont recensées dans une carte des luttes réalisée par Reporter. Sur le terrain, les collectifs citoyens s'organisent, les combats ne s'essoufflent pas, parfois il y a même des victoires, toutes les régions sont concernées et le mouvement écologiste en France se transforme, se développe, passe régulièrement de nouveaux caps, ces acteurs réfléchissent, discutent, se rencontrent, nouent des liens, s'entraident et cherchent à développer ensemble des stratégies et pour y parvenir, les idées et les initiatives foisonnent. Pour participer à cette réflexion, nous avons décidé d'inviter 4 acteurs très différents parce que le média, c'est aussi un lieu de réflexion, de débat, un espace de discussion du mouvement écologiste où l'on réunit celles et ceux qui étudient et travaillent à l'élaboration des analyses et des propositions pour la lutte. C'est le cas de Kevin Vacher, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, vous travaillez pour le groupe de diffusion de recherche et de veille citoyenne, un laboratoire associatif et indépendant. 3 associations, Terre de lutte, Notre affaire à tous et ZEA sont venues vous chercher pour réaliser une étude récemment sortie. Elle s'intitule « Les David s'organisent contre Goliath, état des lieux des mobilisations locales contre les projets inutiles, imposés et polluants en France ». L'objectif, il est simple, je vous cite, il s'agit de mieux comprendre la nébuleuse que constituent des centaines de luttes locales contre les projets polluants en France, à travers le pays, pour saisir ce qui est peut-être un des meilleurs atouts pour enrayer l'offensive contre le vivant et les espaces. Et pour cela, vous avez rencontré de nombreux collectifs et associations. Merci d'être là. À côté, Chloé Gerbier, vous représentez Terre de lutte. Bonjour. Alors justement, c'est l'une des associations à l'origine du rapport. Vous allez nous expliquer pourquoi c'est important pour vous de mener cette étude à Terre de lutte. Vous, vous êtes fixé comme mission d'appuyer les dynamiques collectives via des actions, des formations et des communications autour des mobilisations. Et je le précise, vous êtes juriste, donc en soutien aux luttes locales. Bienvenue. Merci. Viviane Criveau-Genest, vous êtes jardinière, mais une jardinière en lutte et peut-être aussi en deuil parce que vous avez perdu des parcelles de jardin détruites par les machines du Grand Paris et des JO 2024. Vous faites partie du collectif Sauvons les jardins ouvriers des Vertus d'Aubervilliers. Vous vous mobilisez contre la destruction d'une partie de ces jardins, conséquence de la construction d'une piscine olympique à Aubervilliers. Il y a eu des recours. La première décision de la Cour administrative d'appel de Paris a suspendu les travaux, mais une seconde décision, toute récente, en novembre, autorise la reprise du chantier avant un prochain jugement sur le fond en décembre. Votre mobilisation, elle fait partie de celle étudiée dans le rapport de Kevin Vacher, qui vous a rencontré durant son enquête. Vous allez bien ? Ça va. Ça va. Alors, il n'y a pas que Kevin Vacher qui est venu à la rencontre de votre collectif. Dagmara Boyenko aussi, elle est venue vous voir, Aubervilliers. Elle est venue et photographier les jardins. Dagmara Boyenko, bonjour. Bonjour. Vous êtes photographe. Vous êtes parti à la rencontre de 6 collectifs pour les photographier, illustrer leur combat, ce qui a abouti sur une exposition intitulée « Paysages d'inégalité ». D'ailleurs, durant la discussion, on va régulièrement passer à l'image certaines de vos photographies. On va pouvoir voir donc votre travail. À l'origine de ce projet, il y a une association, Notre affaire à tous, qui fait aussi partie des associations à l'origine de l'étude sociologique. On le voit, donc tous ces travaux viennent se compléter et nourrir une réflexion en cours. Je vous ai invités tous les 4, et notamment vous, Dagmara, pour que vous nous racontiez ce que vous avez vu, ce que vous avez perçu dans ces luttes, et si vous vous retrouvez notamment dans les constats faits par Kevin Vacher. Mais ma première question, elle est pour vous justement, Kevin Vacher. Est-ce que dans ce mouvement, le mouvement écologiste que vous avez observé en lutte contre les grands projets inutiles, on passe d'un mouvement social qui s'ignore à un mouvement national conscient et structuré, pour citer justement d'autres travaux auxquels vous vous référez beaucoup, le collectif scientifique des Plumes dans le groupe Dron, qui a mené des recherches en 2018. À quoi on a affaire ? À un mouvement social décentralisé qui s'ignore ou à un mouvement conscient de lui-même ? C'est une des questions qu'on s'était posées au démarrage de cette étude. Les collègues du collectif des Plumes dans le Goudron avaient édité un ouvrage en 2018, à partir notamment de travaux monographiques qui avaient été menés sur une série de combats en France et en Belgique, et qui donnaient à voir qu'il y avait des traits communs importants, notamment des visions du monde et de l'intérêt général qui étaient communs à l'ensemble de ces collectifs et associations locales, et qui constituaient une sorte de ce que j'ai appelé une nébuleuse, en tout cas un espace de mobilisation apparemment cohérent, mais qui n'était pas encore suffisamment mûr, qui n'avait pas encore suffisamment maturé pour constituer un véritable mouvement social organisé et conscient de lui-même. C'est quelque chose qui était en cours et on a voulu se poser la question.
est-ce que quelques années après la victoire de l'abandon du projet Notre-Dame-des-Landes, est-ce que dans une période où la prise de conscience écologiste est de plus en plus forte, avec les mouvements climat qui ont marqué les dernières années sociales et politiques en France, est-ce que ce sont des éléments qui ont permis une maturation de ces collectifs et associations? Est-ce que ça a permis à ce que ce mouvement social se reconnaisse, prenne conscience de lui-même? La conclusion de l'étude, la grande conclusion qui est intéressante en termes stratégiques pour les collectifs et les associations, c'est que ce ne sont pas forcément ces facteurs-là, en tout cas pas seulement ces facteurs-là, qui ont permis l'émergence d'un mouvement social, mais que, en effet, ce mouvement social commence à prendre conscience de lui-même et à s'organiser par lui-même. Et donc ça, on le voit à différents niveaux. Pour les citer rapidement, premièrement, ce qui est important, c'est qu'on a un discours commun qui émerge, qui, a priori, n'est pas quelque chose de nouveau, qui est une réaction très simple, très spontanée, comme le sont l'émergence de ces collectifs. C'est des collectifs très spontanés qui émergent partout en France, à une offensive en face de la part des aménageurs, des entreprises multinationales, des pouvoirs publics, qui est coordonnée, cohérente, contingente, qui, on le disait, a trait à la prédation des terres, de l'espace, du vivant. Et donc en face, les collectifs réagissent de la même manière avec un discours d'écologie de proximité. Donc ça, c'est un premier trait commun extrêmement important. Et puis il y a des liens qui se tissent, qui sont très importants. Ces liens, ils se tissent assez spontanément eux aussi, au niveau territorial ou thématique. Et ces liens se renforcent ensuite, et ça c'est peut-être un élément nouveau aujourd'hui. Ils se renforcent avec deux facteurs importants. D'abord, l'effet, une sorte d'effet ZAD, effet ZAD Notre-Dame-des-Landes, alors qui n'est pas forcément que le mode d'action se réplique, très loin de là. Qui nourrit d'ailleurs beaucoup l'imaginaire aujourd'hui de toutes ces luttes, hein, Notre-Dame-des-Landes, les ZAD, même d'ailleurs au jardin d'Aubervilliers, vous avez appelé ça la JAD, en référence à la ZAD, JAD pour jardin. Oui, parce qu'on voulait aussi souligner que c'est pas une zone à défendre entre guillemets vierge. Il y a aussi une spécificité, une particularité d'un jardin, et du coup, c'était aussi pour investir de façon militante, de façon particulière cet espace. Ça nourrit en effet un imaginaire. La JAD en est un exemple. Hein. Il y a vraiment le fait de reprendre ce terme-là, par exemple. Et puis c'est un objet de discussion, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, qu'on y vienne spontanément, on va dire, par accord stratégique, parce que la ZAD constitue un modèle pour certains militants et certaines militantes, ou bien parce qu'en fait, après des années de combats juridiques, démocratiques, c'est un trait très fort de ces collectifs, finalement, un petit peu devant un mur, on finit par penser à des types d'actions, de type occupation, ou bien parce qu'on est stigmatisé systématiquement par les pouvoirs publics, les médias qui vont crier au loup, vont crier à la ZAD. C'est un objet de débat, en fait. Et puis, il y a d'autres liens, qui sont des liens assez nouveaux dont on pourra parler, qui sont les acteurs du mouvement climat, qui font jonction aujourd'hui, c'est récent et c'est expérimental, on va dire, qui font jonction et qui impulsent ou qui aident à impulser des réseaux nationaux par thématique sur des questions comme les aéroports, les entrepôts Amazon, ou d'autres questions aussi comme les fermes-usines, les forêts par exemple. Et donc ça crée des réseaux nationaux. Donc tout ça, ça donne à voir qu'il y a un univers de pratiques, de discours, des réseaux qui se tissent, qui commencent à former un mouvement social, qui n'est pas exactement le mouvement écologiste en général, qui est peut-être un segment du mouvement écologiste particulier. Il y a des différences avec le mouvement climat assez importantes, mais qui donne à voir qu'il y a quelque chose qui s'organise. C'est plutôt réjouissant de voir la maturation de ce mouvement social. Claude Gerbier, vous êtes d'accord? On a là quelque chose de nouveau. Si on agrège, si on additionne toutes ces luttes, on a affaire à quoi? On a affaire à un mouvement social qui naît, ou finalement ce sont juste des réseaux décentralisés, où il y a une entité cohérente, peut-être la cohérence d'un mouvement national? Déjà, je pense que c'est quelque chose qu'on découvre. À vrai dire, la carte reporter que tu citais tout à l'heure, elle a commencé. La première fois qu'elle a été publiée, il devait y avoir une centaine de collectifs en lutte dessus. Aujourd'hui, on est à 370 collectifs en lutte contre des projets imposés et inutiles. Et ce qu'on voit aussi, mais ce qu'on dit beaucoup moins, c'est que sur cette carte, il y a une cinquantaine de victoires. Sachant que dans le rapport, vous dites que c'est un peu la face immergée de l'iceberg, les luttes les plus en pointe. Exactement. On soupçonne beaucoup plus de luttes, en vérité, sur le territoire, et des luttes qui sont aussi très différentes, plus ou moins sociales et plus ou moins contre... Pour voilà. vous citer. Exactement. Et l'idée, c'est vraiment que ces victoires-là, elles sont finalement... Enfin, on ne raconte pas leur histoire. Et avec Terre de lutte notamment, et aussi à travers l'étude, notre idée, c'est de dire que ces collectifs-là, ils sont déjà en lutte, ils sont déjà après les marches, après les mobilisations, après certaines désobéissances civiles même. Et pour autant, on en parle assez peu, car ils se battent contre des symptômes. Ils ne se battent pas contre la politique publique en tant que telle, mais ils se battent contre les symptômes de la politique publique qui émergent partout sur le territoire. Et on l'a vu, certaines de ces victoires sont directement parfois issues des coalitions qui se sont faites sur certains sujets. Je pense au Terminal 4 à Roissy, du coup, qui a été abandonné justement de par une coalition sur le sujet de l'aérien,
qui a été reprise ensuite dans la loi climat, etc. Donc on essaye en fait d'inverser l'ordre, de dire en fait en se battant contre ces symptômes, parce qu'on voit bien que à des échelles nationales comme sur la loi climat, on a vraiment du mal à obtenir des victoires, voire on n'y arrive juste pas, mais que sur le terrain, on arrive à grappiller des bouts. Donc on n'a plus là juste des luttes locales, on a là un vrai mouvement national qui ne s'ignore plus. Est-ce qu'il s'ignore plus? Je n'irai pas jusqu'ici. En fait, je pense que quand on regarde cette carte, on se dit waouh, c'est incroyable, il y a une force immense qu'on peut déployer. Et en même temps, je reprendrai peut-être un peu les propos qui avaient été dits sur la Jade quand on a présenté cette étude. Mais une fois qu'on est là, sur le terrain, sur un lieu donné, on se sent tellement seul. Et on se sent réellement David contre Goliath. Alors Dagmara Boyenko, peut-être pour comprendre un petit peu de quoi on parle, on peut peut-être citer quelques-unes de ces luttes, peut-être notamment celles que vous avez été voir, puis celles aussi qui sont dans l'étude. Vous êtes allé notamment à la rencontre de ceux qui luttent pour les bassines, une des luttes les plus emblématiques, enfin en tout cas dont on entend beaucoup parler en ce moment. Justement, à quoi on a affaire? Qu'est-ce que vous avez pu observer, vous, sur le terrain, quand vous êtes allé à la rencontre de toutes ces personnes? Vous avez eu la sensation d'avoir affaire à des communs? Il y a des liens vraiment qui se tissent entre ces différents réseaux que vous avez pu photographier? Au niveau des liens entre les projets, c'est sûr que moi, je rejoins ce que dit Chloé, qu'en fait, on remarque vraiment la solitude. Les sujets, on comprend qu'il y a énormément de liens, mais quand on se retrouve sur le terrain, vraiment, on sent qu'ils sont assez vulnérables et assez seuls et isolés en fait dans cette lutte, même si, bien sûr, ils ont créé des collectifs, donc ils sont plusieurs à se battre et tout ça, mais on sent que l'énergie, c'est compliqué de garder une énergie forte tout le temps. Mais il y a eu des alliances aussi, justement. On a là, je prenais l'exemple des bassines, parce que peut-être les bassines illustrent aussi ces tactiques d'alliance qu'on peut retrouver à un certain nombre d'endroits, peut-être aussi au jardin d'Aubervilliers. Je crois qu'il y a eu par exemple les Gilets jaunes qui sont venus de Pantin. Il y a l'isolement, mais bon, on essaye de sortir de l'isolement. C'est peut-être aussi ce que vous ressentez, Viviane, à Aubervilliers? De fait, oui, à Aubervilliers, on dit fréquemment il faut créer des alliances, notamment parce que le projet de piscine est lié à des projets d'aménagement urbain plus globaux, qu'on va qualifier de gentrification, de rénovation des quartiers qui font que les quartiers populaires ne sont plus populaires. Donc on s'est dit qu'il fallait faire des alliances avec des collectifs autour du droit au logement. Et en même temps, voilà, c'est ce que dit Dagmara, il y a une forme de solitude au quotidien. On est là à dire qui peut faire le communiqué de presse, qui peut aller à la réunion du collectif de Bondy sur la ligne 15, qui peut faire ça. Et en fait, on a tous des journées de 24 heures avec des tas de contraintes et on tourne sur un effectif limité. Sachant que vous êtes sur un territoire très particulier, vous êtes très près de Paris, vous êtes à 2 stations de métro de Paris. Voilà, il y a énormément de collectifs aussi qui sont dans cet environnement. Il y a You for Climate, Extinction Rébellion, les brigades de solidarité populaire. Oui. Vous avez aussi profité d'un écosystème un petit peu riche, militant. C'est ça, on a profité d'un écosystème et en même temps pour faire un pas plus loin et élargir sur des problématiques clairement sociales et ratisser beaucoup plus large et créer aussi l'adhésion auprès de publics plus populaires qui vont être plus sensibles à l'argumentaire sur le renchérissement du loyer, etc. Et bien là, il y a des problématiques de temps, de disponibilité. Et je pense qu'on est vraiment sur des facteurs humains hyper pratico-pratiques. Et justement, tous ces projets, peut-être tous les cadres, vous pouvez me confirmer, peut-être aussi c'est ce que dit votre étude, Kevin Vacher, tous ces projets, ils se ressemblent notamment dans les stratégies d'aménagement, qui en face un modèle qui arrive, mais qui est toujours un petit peu systématiquement le même, avec les mêmes stratégies. Il y a des communs qui se mettent en place dans la lutte, mais il y a aussi des communs en face. C'est quelque chose que vous avez observé, peut-être, Kevin? Oui, il y a un commun extrêmement important. Déjà, on a tenté... Alors, notre étude porte sur 68 collectifs. On n'a pas vocation à exhaustivité. Chloé le disait tout à l'heure, on peut estimer à plusieurs milliers de conflits d'aménagement sur le territoire récent. Donc, il faut prendre avec précaution aussi cette étude à ce niveau-là. Par contre, un élément dont on observe vraiment une récurrence, c'est l'artificialisation des sols. C'est vraiment des projets, et c'est pour ça que je parle dans l'étude de projets qui vont contre le vivant et les espaces. C'est quelque chose vraiment de récurrent. On s'accapare les espaces au profit, en général, de multinationales. C'est un des acteurs principaux, notamment dans les territoires ruraux et les centres urbains, un peu moins dans le périurbain. Mais les multinationales, vraiment, sont extrêmement présentes. On voit les collectivités territoriales et l'État qui s'organisent pour favoriser l'implantation. Quand l'État et les collectivités territoriales vont
amener, voire anticiper l'installation de zones d'aménagement concerté. Parfois, on ne dit même pas quelles sont les entreprises multinationales qui vont s'installer, mais en tout cas, ce qui est très clair, c'est que, contrairement à ce que les pouvoirs publics disent, ce n'est pas l'emploi des entreprises locales qui vont en profiter. Au contraire, c'est plutôt des grosses structures qui produisent de l'emploi précaire. Les collectifs le contestent d'ailleurs. Amazon, par exemple, on a le cas Amazon, en ce on peut moment. les citer évidemment, quoi. Il y a eu des victoires récentes. Et exactement, il y a eu 3 victoires récentes dans le dernier mois, je crois, obtenues par les collectifs, quoi. Donc c'est important. Et puis ce qui est commun, donc, c'est l'artificialisation des sols, les stratégies des aménageurs et des pouvoirs publics, l'opacité, le mensonge réellement, et la répression. La répression est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant. La JAD l'a malheureusement vécu 2 semaines après qu'on ait fait l'entretien. La JAD vivait un cas fort de répression. Et on a divers types de répression, des répressions policières. On l'a vécu dès le début, puisque avant même que le sujet devienne un peu sensible, voyant que le sujet montait en gamme dans la presse, on a été fiché par Publicis. Oui, il y a eu un article dans Mediapart, Ouais. notamment une enquête. Et donc, après 6 mois de mobilisation, on était fichés. Et effectivement, après occupation, on s'est retrouvé avec des gens objets de violences policières. Vous me parlez d'artificialisation des sols, mais il y a aussi justement des cas aussi de pollution, notamment de pollution industrielle. Ça, c'est ce que vous avez pu observer, Dagmara. Vous avez vu plusieurs luttes justement qui se battaient contre des cas de pollution, notamment issus du secteur minier, par exemple. Voilà. Donc oui, en effet, on est allé voir à Salsigne un collectif qui s'appelle Gratte Papier qui lutte justement pour avoir déjà une reconnaissance de cette pollution qui existe toujours après la fermeture d'une mine d'or et d'arsenic qui était immense. Et en fait que depuis, il y a toujours énormément de pollution qui reste, en fait qui n'est pas reconnue. Et ça, c'est un énorme problème parce qu'il y a des maladies qui se développent, mais qui sont très isolées, si on veut. C'est-à-dire qu'il y a des enjeux de santé publique. Oui, exactement. Et ça rejoint aussi un autre collectif qu'on a rencontré à l'extérieur de Lille. C'est un peu à part comme collectif par rapport aux autres qu'on a vus pour le projet de l'exposition. C'était un collectif de femmes à LM Ronchin. Donc, c'est une aire d'accueil de gens du voyage. À savoir que depuis plusieurs années maintenant, pour avoir accès à des aires d'accueil, les enfants doivent être scolarisés. Donc, ces gens du voyage ne sont plus nomades, ils sont sédentaires et donc c'est leur lieu de vie et ils vivent entre une concasserie et une bétonnerie. Donc en fait, il y a du bruit à partir de 4h du matin à la bétonnerie, énormément de poussière, sans parler de l'autre côté de la concasserie où c'est que de la poussière. En fait, il y a énormément de problèmes respiratoires et de maladies de peau. Nous, on a observé rien que 3 heures sur place. Vraiment, j'avais les cheveux pleins de poussière après 3 heures. Et j'avais comme un chat dans la gorge, en fait, alors que j'y étais, mais quelques instants, quoi. Alors, si on imagine les gens qui vivent là, et tout ça, ils se battent déjà, la première chose, juste pour qu'on reconnaisse qu'il y a un problème. C'est souvent ça qu'on a pu constater. Et comme disait Kevin, c'est cette opacité, c'est qu'on essaie de... Du coup, vous vous retrouvez aussi dans ce que dit Kevin Vacher, justement. Vous l'avez perçu aussi de cette manière quand vous êtes allé sur le terrain, ce qu'il dit Oui, par rapport à l'opacité et la répression, alors je l'ai ressenti sur 2 endroits. Donc, au jardin d'Aubervilliers, déjà rien que pour rentrer, nous, on s'est fait arrêter par des vigiles qui... Bien sûr, ils font leur travail, mais en fait, ils ont été envoyés là pour arrêter l'entrée de qui que ce soit. Donc, on a dû se faufiler. Ça a été vraiment très stressant pour rentrer. Je n'imaginais pas que ça allait être comme ça. En fait, je ne m'étais pas préparée à ce genre de situation qu'en me voyant avec un appareil photo, limite, je me faisais verbalement agresser. Enfin, à un moment donné, c'est vraiment compliqué. Alors, Chloé Gerbier, justement, quelle vision globale on peut en avoir? Parce que là, le lien peut-être qu'on peut faire avec toutes ces luttes, parce que Kevin Vacher vient de nous parler d'artificialisation des sols, Dagmara, vous parlez notamment des questions de pollution industrielle, mais face à ça, dans tous les cas, ce sont des multinationales, pas des entreprises locales, ce sont des pieuvres, comme vous l'écrivez dans le rapport, Kevin Vacher. Quelle vision on peut en avoir? Je pense que quand on parlait de schéma récurrent et de quelque chose qui se passe toujours un peu, il y a une forme de stratégie. En fait, derrière, tout simplement aussi, il y a des démarches juridiques. Et donc, on a réellement toujours les mêmes patterns qui sont des études d'impact. D'abord parce que ces projets, on va tenter en fait, de savoir un peu quel impact dessus, mais évidemment, elles sont commanditées par les promoteurs. Donc, elles sont la plupart du temps
enfin, voire 99,9% du temps, en fait, elle sous-évalue les effets. On a quand même un collectif là qui fait l'objet de l'exposition, qui est le collectif qui se bat contre l'extension de Rosny 2, le centre commercial, où l'étude d'impact conclut un impact positif sur la qualité de l'air du fait d'étendre le centre commercial. Parce que ils disent que bon, ça va être plus fréquenté en effet, mais le parc automobile va se renouveler, donc les voitures seront électriques, donc finalement dans 15 ans, bim, on aura gagné en qualité de l'air. Donc le projet est positif sur l'environnement, évidemment. Non mais ce que je veux dire, c'est que de toute façon, tout est biaisé. En fait, on part réellement déjà avec une forme de retard. Ces études d'impact, en plus de ça, elles font des milliers de pages, elles sont illisibles, elles se reposent sur des études qui ont été faites sur le terrain, des terrains auxquels on ne peut plus accéder, comme l'a dit Dagmara. Et donc, on est vraiment sur une forme de collusion en plus a posteriori de l'État. Comme on disait encore, la répression, elle vient pas de n'importe où. En fait, les autorisations environnementales, elles sont données par les préfets. Et on le voit très bien, je trouve, sur le collectif lillois des femmes d'Hélène Ronchin, parce que là, pour le coup, en fait, on ne peut pas se dire que les pouvoirs publics ignorent la chose. En fait, une aire de gens du voyage, c'est quelque chose qui est dans les plans locaux d'urbanisme, qui est acté. Donc on sait très bien qu'ils sont là. Mais en fait, sur tous les projets, c'est le cas. Et donc ces politiques publiques, ce qu'on a essayé, je pense aussi, avec l'association Notre Affaire à tous dans cette exposition, c'est de montrer que les politiques publiques, en cautionnant les projets imposés et polluants, en permettant, en fait, en créant, comme tu le disais, sur les zones d'activité, les conditions pour qu'ils s'implantent, et ben en fait, les politiques publiques aggravent encore et toujours les inégalités environnementales en créant ces projets-là. C'est notamment le cas avec les Jeux Olympiques à Aubervilliers, Exactement. par exemple. Tout à fait. Mais justement, du coup, ça signifie qu'il faut quoi, nationaliser les conflits. Par exemple, vous, à Aubervilliers, vous avez beaucoup mis en avant la question des Jeux Olympiques. C'est-à-dire que dans la lutte, pour passer un cap, il faut aussi savoir s'organiser nationalement et donner un enjeu qui dépasse peut-être le territoire. Oui, nous, on s'est dit que les jardins d'Aubervilliers avaient une force qui était celle de pouvoir raconter une bonne histoire. Parce que là, on a des gens petits qui cultivent des jardins face à ce qu'on peut construire comme un gros méchant, les Jeux Olympiques. On s'est dit que à minima, notre vocation, elle aurait aussi une portée symbolique. Et c'est comme ça qu'on a construit la mobilisation. Le symbole, ça ne fait pas tout. Là, la justice n'a pas adhéré au symbole, alors que le juge, la semaine dernière, reconnaissait qu'il n'y a pas besoin de sauna ni de salle de musculation pour apprendre à nager. Il a sorti quelques petites phrases. Donc, face à une justice qui a l'air, à titre individuel, plutôt conciliante, on se retrouve face à un système qui n'a pas les cadres pour penser l'écologie. Et donc, là, il y a quelque chose à faire, ce me semble, du point de vue aussi du juridique. Il faut faire bouger. JO, mais il y a le Grand Paris aussi, quoi. Oui, et ça aussi, on le constate, mais je pense que c'est le cas dans beaucoup de luttes. On a un millefeuille d'acteurs. Et tout le monde est là. Ah, désolé, c'est pas moi, c'est l'autre. La mairie dit c'est pas moi, c'est le Grand Paris. Le Grand Paris dit c'est pas moi, c'est la Solidéo, les Jeux Olympiques. Madame Pécresse à la région dit c'est pas moi, c'est le département. Et tout le monde est là à se refiler la patate chaude, ce qui noie la responsabilité. En fait, il n'y a pas de responsable et donc il n'y a pas de coupable. Par contre, il y a des victimes. Il y a des victimes. Vivant à Aubervilliers, je peux témoigner que la canicule, elle fait déjà des victimes. Moi, je me suis déjà retrouvée à l'hôpital en période de forte chaleur. Parce qu'il faut préciser, c'est un territoire très bétonné, où il y a déjà très peu d'espaces verts, et justement les jardins, c'était l'un des rares. C'est un des poumons verts d'Aubervilliers. Avec le fort d'Aubervilliers de façon générale, et notamment la cité des Courtilières. Oui, c'est rare. On est aussi sur un territoire emblématique parce qu'il représente toutes les impasses de l'urbanisme qu'on a depuis les années d'après-guerre. On s'est dit il faut bétonner, il faut densifier, etc. Et là, on voit le changement climatique arriver. Il est déjà là dans ces zones ultra bétonnées. On a 1,42 m² d'espace vert par habitant, contre 12 préconisés par l'OMS. Ça a des effets en période de pandémie. Parce que quand c'est densifié, les gens sont les uns sur les autres. C'est-à-dire qu'on supprime l'un des rares puits de fraîcheur de la ville. On supprime les puits de fraîcheur, ça aggrave la pollution aggrave les problèmes respiratoires, aggrave les effets collatéraux de la pandémie, tout est là. Je pense qu'en fait, quand on essaye de passer à l'échelle nationale ou à l'échelle globale, quand on a un projet, c'est vraiment aller chercher la politique publique derrière, en fait, qui porte ce projet-là, et du coup, pas mal d'autres projets la plupart du temps.
Et ça, évidemment, enfin, à l'échelle nationale, les personnes en charge ne veulent pas qu'on fasse ça. Ça arrange très bien qu'on se batte contre des écrans de fumée, contre des politiques dont on ne sait pas qui sont responsables, etc. Donc quand en fait on va dans le concret et on essaye de faire le lien, c'est très difficile. Et notamment, enfin, à l'association Terre de Lutte, on essaye d'aider sur la com parce que on a vraiment du mal à percer l'écran. Justement, si on pointe la question du Grand Paris ou des Jeux Olympiques, on peut faire le lien avec de nombreux combats. Il y a eu Gonesse, il y a le parc de la Courneuve, et puis même pas seulement des mouvements écologistes, mais aussi sociaux à Saint-Ouen ou à Saint-Denis, la Tour Pleyel, etc. Donc on peut faire énormément de liens juste sur cette question du Grand Paris ou des Jeux Olympiques 2024. Bien sûr, et l'exemple des bassines là-dessus, il est criant, je trouve, parce qu'on a vraiment une politique des bassines agricoles. Donc le fait en fait, d'aller pomper dans les nappes phréatiques pour mettre de l'eau à la disposition des agriculteurs en agriculture intensive. Et là, justement aussi, il y a des agriculteurs, notamment la Confédération paysanne, qui se sont alliés. J'y viens, et en fait, il y a des politiques nationales faites par les agences de l'eau qui ont été actées à l'échelle nationale, et ça, en fait, il y a eu très peu de mob, on n'en a pas parlé, rien ne s'est fait. Et en fait, là, c'est sur un projet, notamment les bassines à Niort, qu'on a vu en fait une forme d'engouement et en fait une dénonciation de la politique générale qui, elle, a été actée en fait en grand silence et en passant. Et là, pour le coup, oui, il y a une coalition, notamment avec la Confédération paysanne, les soulèvements de la terre, des mouvements comme Agir 17, en fait, Extinction Rébellion aussi, YouFor Climate. Tout le monde s'est réuni en fait sur quelque chose de très concret. On parlait tout à l'heure de dire la JAD, la ZAD, aux Lentillères, c'est la ZEC. En fait, nommer, c'est aussi se réapproprier l'habité et en fait faire lieu autour d'un endroit pour lutter contre quelque chose qui est en fait de la fumée. Ça fait sens et c'est ça qu'on essaye de faire, je pense, avec les projets imposés et polluants, mais ça se fait pas non plus comme ça et c'est très difficile d'aller et de réussir à mobiliser et à percer le plafond, justement. Sur un élément, parce qu'il y a toute la discussion sur le national, là, elle est hyper importante et c'est, je pense, une des clés de discussion pour justement continuer à faire maturer de manière volontariste, y compris ce rapport, est une contribution à la maturation de ce mouvement social. Il a été pensé comme ça, comme un appui stratégique aux collectifs et aux associations. Parce que ça, c'est concret aujourd'hui, vous l'avez observé, ce mouvement, il se développe et il s'organise, il se structure. On a les exemples que je donnais tout à l'heure en début d'émission, sur par exemple des réseaux Amazon, Forêt, Farm-Usine, Aéroport, qui sont des constructions nationales volontaires de la part et des collectifs et d'associations nationales. Donc ça, c'est important. Il y a un changement d'échelle fait de manière volontariste. Il y a tous les réseaux spontanés qui se tissent. Il y a tous les liens qu'on peut identifier de manière récurrente entre ces collectifs. Ce débat-là est un débat extrêmement central pour gagner en puissance, rompre l'isolement dont on a parlé. Par contre, c'est à la fois la qualité et la difficulté qui a dépassé pour ces collectifs, c'est qu'on a beaucoup parlé, là, depuis tout à l'heure, des questions de santé, par exemple. Et ça renvoie à quelque chose d'extrêmement récurrent, c'est que ces collectifs portent ce que j'ai appelé une écologie patrimoniale et de proximité. C'est-à-dire que c'est pas avant tout... vous poser, justement. C'est-à-dire que c'est pas avant tout une écologie idéologique, et donc c'est pas une écologie... Y compris la question climatique, par exemple, même si elle peut faire partie des motivations profondes, des consciences profondes des activistes lorsqu'ils sont à l'initiative, même dans ces cas-là, c'est pas ce qui va être déclencheur des mobilisations. C'est vraiment le choc. Ce sont d'ailleurs pas des activistes, ce sont des personnes qui n'ont jamais milité, ce sont des riverains. Y compris lorsque c'est des activistes, ce sont également des riverains et des riveraines. On peut être plusieurs choses en même temps, c'est aussi important de le souligner. C'est le cas au Aubervilliers, par exemple ? Oui, il y a des gens, effectivement, au jardin Des qui jardiniers, sont... par exemple. Alors, il y a beaucoup de riverains et ça a été un choix stratégique au début du mouvement de dire on associe les riverains, on associe les citoyens. Et oui, au sein des gens mobilisés à Aubervilliers, eh bien, il y a des gens qui sont venus là par des mouvements type BSP. Il y en a d'autres qui sont venus... Les brigades de solidarité populaire. Les brigades de solidarité populaire. Il y en a qui sont venus par le militantisme. Moi, j'ai fait beaucoup d'associatifs. Je n'avais pas d'activité militante auparavant, mais j'avais une conscience écologiste réelle. Et par contre, quand je me suis rendu compte de ce que ça faisait d'habiter à Aubervilliers en période de canicule, avec un jeune enfant, là, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Et du coup, voyant ensuite que les jardins d'Aubervilliers, qui offraient une forme de réponse à mon problème, allaient être bétonnés, personnellement, non, là, la coupe est pleine, on ne peut pas. Enfin, du coup, c'est aussi une lutte sociale. Oui, c'est des publics qui sont complètement, qui sont vraiment, pour avoir été en contact avec des collectifs, qui sont différents en fait des publics, des mouvements climat, des jeunes d'Alternativa, etc. Ces riverains qui sont militants, moi je suis d'accord avec ça, c'est ceux finalement que les grands mouvements climat à Paris, etc. aimeraient bien voir dans leur marche. Mais je pense qu'on a tout faux. En fait, aujourd'hui, c'est aux personnes qui militent à l'échelle nationale d'aller
soutenir ces luttes locales et en fait d'aller rejoindre ces personnes-là parce que c'est les premières impactées et c'est éminemment des luttes sociales. Peut-être que dans les marches pour le climat, justement, on met insuffisamment en avant ces luttes qui devraient peut-être être en tête de cortège. C'est des choses qui sont en train de changer, hein, mais Tout ça doit être l'enjeu, le cas. c'est de savoir, est-ce que c'est au mouvement climat de le mettre en avant? Est-ce que c'est au collectif de se mettre en avant? Il n'y a pas forcément de solution miracle là-dessus. Les jonctions entre ces... Je disais tout à l'heure, il y a ce mouvement social-là, de cette nébuleuse qui s'organise. Il y a le mouvement climat, qui sont tous deux parties prenantes du mouvement écologiste, plus globalement certains, mais qui sont quand même distincts. À savoir, c'est à l'un ou à l'autre de faire le pas vers l'autre. Personne n'en sait rien en réalité, quoi. Mais ce qui est important pour moi, vraiment, ce discours d'écologie de proximité, il est puissant parce qu'il va venir interroger et le mouvement social organisé sur la question du climat et l'écologie politique, par ailleurs. Il interroge vraiment sur comment est-ce que dans ce discours de proximité, dans la politisation du territoire, et ça on retrouve ça dans plein d'autres luttes, y compris dans les quartiers populaires, moi j'ai travaillé et milité sur ces questions-là, on voit que quand les gens politisent leur propre territoire, c'est pas du tout ce qu'on en dit souvent dans les médias ou ce qu'en disent les élus, c'est pas du tout des luttes égoïstes, localistes. Au contraire, les gens en politisant leur territoire retrouvent des questions écologiques, /environnementales, ils y retrouvent des questions sociales, ils préservent des savoir-faire, des métiers, ils pensent à leur bassin de vie en termes économiques, ils pensent à leur patrimoine historique, leur patrimoine culturel. C'est quelque chose qui est une excellente entrée pour penser de manière extrêmement globale. Et ça, c'est une puissance importante qu'il faut arriver à préserver. Et c'est ça le débat sur la nationalisation, comment on préserve cette puissance-là, tout en stratégiquement en arrivant à nationaliser des luttes. Je pense que la question, c'est pas l'un et l'autre. En fait, réellement, c'est l'image, c'est la politique publique et son symptôme. Et donc, en fait, c'est deux faces d'une même pièce. Et donc, la question, en fait, c'est aussi, est-ce qu'on peut encore parler de politique publique sans montrer les visages et les conséquences directes? Et je pense que c'est réellement ce que l'exposition a vraiment tenté de faire, c'est de dire en fait derrière ce truc de dire oui, il faut une meilleure qualité de l'air, il y a des gens concrètement qui sont en lutte pour qu'au quotidien ils puissent respirer. D'ailleurs, justement, Takmara, c'est l'objet de votre exposition et de votre travail, parce que vous, justement, vous faites le lien, notamment en parlant des inégalités. Oui, donc en fait, je rejoins vraiment ce qu'ont dit Kevin et Chloé, c'est qu'il y a ce besoin en fait de se rejoindre et que le mouvement global rejoigne le mouvement local. Et c'est ce que moi j'ai voulu aussi faire avec notre affaire à tous, c'est-à-dire de montrer ces histoires très particulières, enfin spécifiques. Il y en a plein, on a parlé, et on ne pouvait pas tous les rencontrer. Mais justement, en écho à ce que vient de dire Chloé Gerbier, vous parlez notamment des inégalités dans les politiques publiques, beaucoup dans votre exposition. Voilà, nous, on voulait, avec notre affaire à tous, vraiment mettre en lumière ces histoires, mais qui sont représentatives d'un problème beaucoup plus global, et pour que les gens aussi puissent se sentir concernés et aient envie de s'engager. Donc, par exemple, de la manière dont toi, tu parlais, que les militants qui sont déjà ultra motivés, qui sachent où mettre leur énergie s'ils veulent faire avancer des choses concrètes. Justement, concrètement, parce que vous avez... l'angle, je le répète, c'est la question des inégalités environnementales. Mais justement, ça explique aussi pourquoi, dans certains territoires, les habitants s'organisent et pourquoi, justement, certaines luttes sont à ce point tenues par des riverains. Parce que, justement, en fait, c'est l'objet de votre reportage, quoi. Selon là où on habite, à Aubervilliers ou ailleurs, ou à Lille, on ne fait pas face aux mêmes situations, quoi. Oui, en effet. Autant dans les milieux urbains comme à Rosny, sous-bois, où c'est extrêmement bétonné, c'est déjà compliqué de développer une vie de quartier. Et on est entre deux autoroutes, c'est compliqué au niveau de la pollution de l'air. Et en plus, ils vont rajouter des zones bétonnées. On peut comparer avec un autre collectif dont on n'a pas parlé encore aujourd'hui, c'est le collectif UCEL qui se bat contre le contournement d'une route qui passerait dans un site Natura 2000. Qui est magnifique, que j'ai essayé d'illustrer, à montrer que c'est dans les collectifs qu'on a rencontrés, c'est le seul où, si on peut dire, n'a pas encore été détruit. C'est un magnifique endroit, on y a passé plusieurs heures à marcher, à découvrir. J'ai trouvé ça tellement beau et tellement important à préserver. À côté, il y a déjà beaucoup de champs d'agriculture intensive. C'est dommage d'encore couper un site comme ça en deux, parce que la réalité, c'est que la route, elle passerait carrément au milieu pour couper. Tout ça pour gagner 2 minutes. Une minute. Même 50 secondes. Sur un trajet de 1 heure, on gagnerait une minute. Et les politiques disent que c'est aussi une question de sécurité pour éviter des accidents, mais la réalité, c'est que c'est une question
de subventions aussi. C'est qu'il y avait de l'argent à mettre quelque part. Donc, voilà, il y a eu des appels d'offres et, comme par hasard, cette proposition de projet a été faite. Ouais, sur cette question de médaille à double sens et politique publique, politique locale, justement, les mobilisations locales, elles vont à minima interpeller des gens qui d'habitude disent « Ah ouais, moi je fais confiance à l'État ». Enfin, moi j'ai plein d'amis avec plein d'options politiques, notamment qui bossent dans la fonction publique, qui disent « Moi je fais confiance à l'État, si on fait comme ça, c'est qu'on ne peut pas vraiment faire autrement ». Et puis il y a des gens qui vont dire « La vie, tu sais, la vie c'est compliqué, on n'a pas la main ». Et en fait, de dire « Bah voilà, moi à Aubervilliers, je subis ça. Regarde-moi, on a fait des études ensemble. Est-ce que tu aurais envie que toi, ton gosse, il vive ça? Et moi, du coup, je milite et je fais ça. Ça va interpeller les gens. Ça les fait pas forcément militer. Mais ça vient un peu gripper le discours de toute manière, on peut rien faire. Et du coup, cet aspect local, c'est un ressort d'identification vraiment fort. Et on n'a pas trop parlé, mais encore pour le moment, mais il y a vraiment toute cette histoire aussi du déni de démocratie qui est ressenti à l'échelle locale. C'est-à-dire, parfois aussi, les gens ne se mobilisent pas parce qu'ils ne sont pas au courant. C'est le cas pour les routes à Ussel. C'est des projets qui sont dans les cartons depuis 7 ans et on ne sait même pas quand les autorisations vont être données, mais elles sont données comme ça. Et en 30 secondes, en fait, les travaux ont commencé. Parfois, c'est fait aussi en sous-cap. On avait eu l'occasion de parler du projet Carnet à un moment. Et là, c'est un site clé en main. Donc, toutes les autorisations sont données avec très peu de publicité, etc. Et du coup, on arrive trop tard, comme on disait, et on perd la main sur ce qu'on peut décider. Donc, en fait, on s'habitue finalement à justement faire un peu confiance parce qu'on n'a plus la main sur la décision. Et en fait, l'histoire des luttes locales et des collectifs qui se battent au local, c'est aussi de récupérer du pouvoir sur l'habité, sur l'environnement proche et d'imaginer des nouvelles formes de vivre au quotidien et au local. Sur ces questions d'information, il y a tout de on ne sait pas au départ, donc toute l'opacité, etc. Et puis, beaucoup de collectifs nous ont évoqué aussi des formes de boycott de la part des médias locaux et nationaux. Qui sont très compliqués à déjouer. Alors après, les collectifs redoublent d'inventivité pour aller informer, notamment par des actions de happening artistique. Il y a vraiment une esthétique aussi de la mobilisation qu'on retrouve dans beaucoup de nouveaux mouvements sociaux depuis une vingtaine d'années, mais ça c'est important. Ils investissent beaucoup dans les médias alternatifs. Le travail de Reporter ou de Mediapart, par exemple, est très souvent cité comme vraiment un appui très important pour faire parler et déjouer ce boycott local. Donc il y a des stratégies qui sont faites et puis des réussites quand même, parce que même si on a affaire à des collectifs qui ont des noyaux durs assez restreints, où vraiment les 2/3 sont des groupes de moins de 10 personnes hyper actives, dans les seconds cercles, c'est assez intéressant de voir que c'est bien plus intégrateur, avec des coalitions aussi possibles. Moi, il y a un cas que j'aime beaucoup, c'est celui du collectif Hors de Question en Guyane, où l'alliance avec la communauté autochtone, les Amérindiens, et le collectif des grands frères et le collectif Hors de Question a été d'une puissance, voilà, ça a été d'une puissance extraordinaire pour la mobilisation. Donc il y a contre le projet Montagne d'Or, qui est une extraction minière dévastatrice. Donc c'est une grande puissance. Et puis on voit certains collectifs, par exemple, c'est une bonne illustration, qui des fois passent aux politiques, à l'électoral. Et c'est une bonne illustration de cas où finalement les scores électoraux, donc des collectifs qui s'investissent directement, soit parce que des gens y vont dans les listes électorales, soit vraiment les collectifs qui sont animateurs de listes électorales, qui font des 10, 15, 20, 25% quand même sur les territoires impactés par les projets. C'est pas rien. Ce qui veut dire que les gens autour sont prêts à adhérer politiquement, c'est-à-dire au-delà de la question de la cause du projet, ils sont prêts à adhérer politiquement à ce qui est porté au collectif. Donc c'est plutôt des belles réussites, ça. Mais justement, on est là devant des discours sociaux, économiques et de santé qui sont puissants, avec une vision du monde complète. Et il y a une critique politique, et donc complète, des projets d'aménagement qui se mettent en place aussi. Et c'est vraiment peut-être aussi ce facteur qui est peut-être, enfin je ne sais pas s'il est nouveau, mais en tout cas c'est quelque chose que vous observez vraiment, vous, dans le cadre de votre étude. La critique des projets inutiles à imposer, le terme de grand projet inutile à imposer, alors on a enlevé le grand, nous, parce qu'en fait on a affaire à des conflits d'aménagement, des fois sur du micro-local, vraiment sur un bâtiment, quoi. Ce terme-là venait du Forum social mondial de Tunis en 2013. Il avait été utilisé pour définir partout dans le monde des grands projets destructeurs, des grands projets des prédateurs, qui étaient vraiment des machines de guerre. Ce terme-là n'est plus utilisé par les collectifs et ça nous dit quelque chose. Ça veut dire qu'en fait, les collectifs, eux, ne se pensent pas forcément spontanément dans le cadre d'un mouvement altermondialiste comme c'était le cas auparavant, mais on a vraiment des conflits d'aménagement, une somme de conflits d'aménagement qui sont cohérents entre eux.
Par contre, beaucoup le penser local, agir global, voilà, par exemple. on retrouve le côté agir au niveau local et une vision du monde global commune qui était propre au monde intermondialiste, ça on la retrouve. Et le terme inutile et imposé, par contre, est valide, même si les gens ne le reprennent pas spontanément comme un label commun, mais c'est valide, c'est une caractéristique de ces projets, ils sont inutiles, ils renvoient à des besoins qui n'existent pas, ou en tout cas qui sont contestables quand on essaie de définir l'intérêt général, et imposés sur la question démocratique dont on a parlé. Et ce qui est extrêmement fort aussi comme critique de la vision du monde, c'est cette question des multinationales. C'est-à-dire que vraiment, c'est cette opposition entre la proximité de ce qu'on vit et de la proximité au projet, des impacts de santé, de perte du patrimoine local, etc., et des grandes entreprises prédatrices qui arrivent, qui dévastent tout, qui dévastent le patrimoine, l'historicité des territoires. Et il y a un choc, et ça c'est un des éléments déclencheurs de mobilisation, un véritable choc qui est raconté par beaucoup de personnes qu'on a interrogées face à la démesure de ces projets, quoi. Là, la question un peu de est-ce qu'il y a une politique d'aménagement et une critique de cette politique d'aménagement, je pense qu'on a aussi l'élément un peu nouveau, c'est cette histoire de zéro artificialisation nette des sols. Et en fait, ce qu'on est en train de comprendre, c'est qu'à un moment, il va falloir choisir. Il va falloir choisir sur ce qu'on veut artificialiser et surtout pourquoi on veut l'artificialiser. Et en fait, ça remet tout en perspective. Si un territoire commence à se dire, bon bah voilà, concrètement, moi, je peux encore artificialiser 500 mètres carrés, 1 hectare, 2 hectares. En fait, la question, c'est est-ce qu'on met un entrepôt ou est-ce qu'on met une maternité ? Elle est là, cette question. Elle est profondément sociale. Et donc, la critique de l'aménagement, c'est aussi la critique de l'aménagement face au fait qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et on en a de plus en plus conscience, en fait. C'est pas pour rien que dans la loi climat, on a enfin, au sein d'un code, celui de l'environnement et de l'urbanisme, la notion de zéro artificialisation nette. Donc, on commence à devoir se confronter à ce problème-là et donc à un choix. Et face à ce choix, en fait, il est nécessaire, il est essentiel que les habitants puissent avoir la main sur ce choix. Et c'est ça qu'on voit. Alors, du coup, quelle leçon de tout ça d'ailleurs, pourquoi, avec vos associations, vous avez voulu mener ces études? Vous avez demandé justement à Kevin Vacher de faire cette enquête. Quel intérêt exactement pour le mouvement écologiste? Est-ce qu'on a là aujourd'hui des débats qui se mettent en place, comme on peut le voir aussi dans le mouvement climat, où il y a de plus en plus de débats sur la stratégie, sur là où on va? Est-ce que justement vous êtes aussi dans cette réflexion-là? Est-ce que pour savoir où on va, il faut savoir où on est, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous avez commencé par là? Chez Terre de Lutte, en fait, la raison d'être de cette association, c'est vraiment de visibiliser au maximum les luttes locales et de venir en aide. On parlait tout à l'heure de percer le plafond de verre, récupérer du pouvoir sur les enquêtes publiques et les concertations, essayer de toucher des médias nationaux, mais aussi faire coalition. En fait, on a voulu montrer que déjà, ces personnes-là, elles existaient. Ce qui, en fait, il y a 5 ans, n'était pas aussi net. La carte de reporter a beaucoup aidé. Des initiatives comme Super Local ont beaucoup aidé, mais aussi, évidemment, la JAD, avec des personnes incroyables pour porter aussi ces collectifs et leurs paroles. Et donc, notre but, c'était de montrer que ces personnes-là existent et qu'elles se battent contre du concret. Pourquoi? Évidemment, aussi pour du stratégique. On est en train de penser, la question, c'était qu'est-ce qui bloque? Il y a une réflexion en cours aujourd'hui. Bien sûr. C'est quelque chose qu'on discute au quotidien. On essaye de mettre en place justement des accompagnements, des formations en se disant, bon bah voilà, potentiellement ce qui manque pour passer à l'échelle nationale, c'est potentiellement des réseaux sociaux, un dossier presse complet pour aussi porter les projets, ou parfois simplement un numéro de téléphone. C'est quelque chose en fait sur lequel le mouvement climat a énormément de force et qui n'est pas forcément mis assez au service des collectifs. C'est-à-dire que en fait, quand on veut appeler la Confédération paysanne, si moi je suis sur un collectif à Ussel, que je connais personne dans le coin, et en fait je n'ai pas accès à ce répertoire. C'est un enjeu de renforcement des Bien collectifs, sûr. En des fait, luttes locales. Il semble normal pour le mouvement climat d'avoir tous ces contacts-là. Il suffit de cliquer, appeler quelqu'un, faire un petit message Facebook. En fait, les collectifs, parfois se sentent démunis et parfois se sentent seuls parce que tout ça a l'air tellement loin, tellement national, alors qu'on parle d'exactement encore la même chose. On parle des conséquences de ce qu'on n'a pas réussi à empêcher à l'échelle nationale quand on parle de lutte. C'est ce que vous ressentez? Il y a des partages d'expériences nécessaires? Il y a des discussions d'ailleurs? Il y a un besoin d'accès à des compétences. Nous, on a eu un architecte, mais je sais qu'au Jardin des Vêtes, ils ont eu des naturalistes. Et en fait, il nous faudrait une banque de soutien, d'alliés, des écologues, parce que les écologues sont le plus souvent à la botte des études d'impact. Et donc, ils font le travail de ceux d'en face. Donc, il nous faudra un annuaire de sympathisants qui sont prêts à donner de leur temps pour venir sur place. Et oui, après,
il faudrait trouver un moyen pour avoir des entrées privilégiées chez ces grandes institutions. Je ne veux pas citer un nom histoire de critiquer, mais nous, on a eu Greenpeace qui est venu à un moment visiter les jardins. Je les avais rencontrés personnellement à Gonesse. Et puis, entre-temps, il se trouve que je suis abonnée aussi à la newsletter de Greenpeace, donc je reçois plein d'infos sur des luttes diverses et variées. Et je me dis, mais pourquoi Aubervilliers, qui a été dans plein de médias nationaux, n'y est pas? Qu'est-ce qu'on attend là? La déforestation, c'est bien, là-bas au loin, avec l'huile de palme, mais ici aussi. Mais par contre, le fait de lier aux politiques publiques qui sont fumées et que le fait que ça soit quelque chose de très concret, ça c'est essentiel. Et l'association Terre de Lutte avec le site Lutte Locale, c'est ce qu'on essaye de faire aussi, d'avoir des formations, des banques de données qui soient accessibles à tout le monde. Parce que les formations, encore une fois, elles sont plus ou moins privatisées par des gros organes. En fait, ça n'a pas de sens. Donc en fait, on le dit, les collectifs, tous ceux qui nous regardent, là, en fait, il faut prendre contact avec Terre de Lutte. Et aller sur le site lutte-local parce qu'il y a plein de formations. Et en fait, on va essayer de faire plus. Et les écologues, par exemple, c'est vraiment un outil incroyable. Enfin, la ZAD, les tritons de la ZAD, le bruant des roseaux du T4, les grenouilles du CDG Express. Enfin, réellement, on a besoin de ces compétences-là. Et je pense que aussi toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont des compétences, n'hésitez pas à les mettre au service des collectifs. En fait, on ne se rend pas compte à quel point on a besoin d'un éventail qui est incroyable dans la lutte, quoi. Mais tout ça, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça raconte, tous ces constats nouveaux, peut-être, avec notamment cette étude, les reportages, notamment que vous avez fait avec les photos, etc. Tout ça, c'est parce qu'on parlait des débats tout à l'heure qui existent, ils existent dans le mouvement climat. Vous dites qu'ils commencent à exister aussi dans toutes ces luttes. Vous avez beaucoup parlé des alliances, notamment. On sait que c'est quelque chose qui est très présent dans le mouvement climat. Il parle beaucoup des alliances dans la stratégie du mouvement climat. Il y a eu un certain nombre il y a eu le collectif Plus Jamais Ça, par exemple. Il y a Attaque, par exemple, qui a sorti un livre récemment où ils nous disent que faut aussi savoir mener des stratégies d'alliance, peut-être élargir au mouvement féministe, au mouvement contre les violences policières, etc. Peut-être les inégalités environnementales, justement, la question des femmes, la question du racisme, etc. C'est quelque chose que vous, Dagmara, vous avez entendu? C'est sûr que oui, et surtout, je dirais, sur le site du collectif des femmes à LM Ranchin, c'était pas que une question de pollution, pas que une question de santé, c'était aussi une question de discrimination, clairement, parce que ces gens sont considérés pas très bien, ils n'ont pas vraiment accès Parce que ce sont des gens du voyage. Voilà, parce que ce sont des gens du voyage et qui sont mal vus. De racisme environnemental. D'ailleurs, tout à l'heure, on disait que c'est une question sociale. Mais en fait, c'est une question sociale, c'est une question de racisme, c'est une question de discrimination, de sexisme. Mais je pense que forcément, tout peut s'emboîter en fonction évidemment de la situation. Mais là, c'est clairement un gros problème de discrimination sociale. Et puis aussi, même au sein du collectif, les femmes nous disaient qu'au début, les hommes sur l'aire d'accueil n'étaient pas forcément d'accord que les femmes créent un collectif pour lutter. Alors c'est intéressant. Là, ça a évolué. Peut-être aussi parce qu'il y a eu un peu de médiatisation et qu'elles ont eu quand même, elles ont réussi à faire parler de ce projet et maintenant elles ont plus de soutien. Après, je ne vais pas donner mon avis sur le pourquoi et comment ça s'est passé et tout ça, mais en tout cas, on remarque qu'il y a tellement de points importants sur ces sujets-là et évidemment, si on pouvait les lier, on serait plus fort. Mais après, il ne faut pas non plus tout mélanger, ça dépend vraiment du contexte. Donc, Et pour vaincre, pour constituer un rapport de force, peut-être élargir. Beaucoup de collectifs puisent des ressources au niveau local, notamment dans des alliances. On a, dans 15% des cas qu'on a étudiés, des syndicats agricoles qui sont présents, dans 12% des syndicats professionnels qui sont présents, des fois des corporations de métiers, des viticulteurs, des agriculteurs. Donc il y a des alliances entre questions sociales et questions écologiques, environnementales, qui sont assez spontanées, tout simplement parce que la question du territoire fait commun. Est-ce qu'il faut surpolitiser et construire coûte que coûte des alliances ? C'est un débat. En tout cas, les collectifs ne le font pas forcément spontanément de manière aussi large que ce que vous évoquiez. Ça pourrait en effet renforcer. Les Gilets jaunes ont été présents dans certains collectifs, par exemple, et ont été en renfort. Alternativa qui va à la marche du comité Adama. Les jeunes du mouvement climat aussi ont été des renforts à partir de 2018. Il y a des ressources. La question la plus importante, c'est est-ce que ça amène des ressources ou est-ce que ça affaiblit au contraire des ressources? C'est ça la question clé. Moi, j'ai pas eu l'impression que
ces questions d'alliance avec le féminisme, et fait l'objet de débats en fait à Aubervilliers. Le collectif, il est porté majoritairement par des femmes, on peut le dire sans rougir. Donc le féminisme n'a pas posé question, tout le monde était très contente de dire que oui, on le portait aussi comme combat féministe. Il y avait des gens issus du mouvement LGBT, ça a été aussi porté. Enfin, à Aubervilliers, les violences policières, ça fait partie du quotidien aussi, donc ça ne pose pas de question. Le débat principal qu'on a eu à Aubervilliers, c'était est-ce qu'on intègre les politiques ? C'est surtout ça le débat. Qui on intègre, qui on accepte, quel parti peut venir nous visiter, est-ce qu'on accepte un relais sur les réseaux sociaux par des politiques ? C'est là qu'il est le débat. Et je pense qu'il y a aussi un levier là. Dans quelle mesure les politiques sont à même de donner des gages au collectif pour dire que non, c'est pas de la récupération, que oui, ils vont marcher avec nous. Parce que là, maintenant, c'est ça qu'on veut. C'est pas d'être porté à l'Élysée par eux, c'est que eux marchent avec nous. Et c'est vraiment le retour. Enfin, nous, on se détourne vraiment dans les luttes locales d'une échelle politique nationale où on ne gagne absolument rien, ou alors vraiment des miettes, pour retourner au local où on arrive à avoir des victoires. Et du coup, on voit que les politiques se réintroduisent dans les luttes aussi par cette échelle locale. Et moi, je trouve que, en effet, ça pose question, en fait. Est-ce que nos victoires, elles sont locales ? Est-ce qu'ensuite, elles se négocient à l'échelle nationale ? En tout cas, l'horizon politique tel qu'il est aujourd'hui pousse à aller vers cette échelle locale où on arrive à avoir des victoires. Mais en tout cas, on n'est pas non plus dans des stratégies d'alliance conscientes ou organisées, quoi. Non, je pense que l'alliance, elle se fait autour du... Elle peut l'être. Non, je pense que l'alliance, elle se fait réellement autour du territoire. Enfin, elle se fait de fait autour, en fait, de la préservation. J'aimais bien ton exemple du choc, Kevin. En fait, il y a vraiment quelque chose de viscéral. En fait, on n'est pas dans l'intellectualisation comme quand on va lutter contre une politique publique. On est dans quelque chose qui est de l'ordre de la préservation, de la santé et de l'avenir. Et donc, c'est quelque chose qui prend aux tripes. On se dirige vers la fin de l'émission, mais quand même, vous avez la sensation que tout et tous là, que le rapport de force aujourd'hui, il évolue, il change. Il y a un changement de paradigme aussi, peut-être. Les luttes des écologistes, aujourd'hui, elles pèsent dans la société. En tout cas, la lutte locale, aujourd'hui, elle pèse de plus en plus. On l'a vu avec les bassines, 3000 personnes autour d'une bassine. Je viens de Normandie qui est interpellé. Il faut 1500 personnes pour faire le tour de la bassine. C'était ça, durant l'entretien, du coup, il nous avait dit « Oh là là, vous vous rendez pas compte, c'est énorme une bassine, il faudrait 1500 personnes pour faire le tour d'une bassine. » Et en fait, 2 mois après cet entretien, la lutte autour des bassines à Niort a tellement pris qu'on était 3000 autour de la bassine, donc ça semblait hallucinant à ce moment-là. Et on voit que ça arrive à l'échelle nationale. Enfin, Julien de Normandie a du coup saisi le procureur contre la Confédération paysanne. Enfin, on a quelque chose qui se passe, en tout cas par cette échelle locale. D'ailleurs, dans l'étude, vous dites qu'il y a une pluralité assumée, inclusive et revendiquée comme l'un des enjeux centraux. Oui, au niveau stratégique, l'une des grandes qualités de ce mouvement, c'est de faire cohabiter des gens très différents, des populations très différentes, quoi, sociologiquement en fait, quoi. Et puis de faire cohabiter. Ouais. Vous avez observé aussi, Dagmara. Et de faire cohabiter des stratégies qui vont de celui ou celle qui est ultra convaincu par la stratégie ZAD à celui ou celle qui veut absolument faire du juridique et qui est extrêmement légaliste. Au niveau individuel ou au niveau des coalitions d'organisations qui se constituent, on a parlé aussi du social et de l'écologie, il y a une cohabitation stratégique qui est extrêmement puissante. Ça, il faut le préserver absolument. Et c'est quelque chose qu'on retrouve quand même peu dans d'autres mouvements sociaux, le fait de réussir à faire cohabiter avec finalement peu de conflits, ou des conflits qui sont résolvables en tout cas. Les collectifs en général arrivent à les résoudre. Il y a des cas où c'est compliqué quand même, hein, mais on retrouve peu ça dans d'autres mouvements sociaux. Et donc ça, c'est à préserver, je crois. Bon, merci en tout cas. J'espère que vous êtes optimiste. Ça va, Viviane, il y a de l'espoir. J'espère qu'à Aubervilliers, vous allez gagner. On attend le fond. Le mot de la fin. Mais c'est vrai qu'ils sont en train de modifier le PLUI. Et donc, à la clé, ça veut dire peut-être modifier un article qui permet de défendre les jardins. Donc, ouais. Merci à tous les 4. J'espère en tout cas que toutes ces discussions et ces réflexions, elles aideront les luttes et pourront matériellement se concrétiser, notamment pour tous ceux qui nous regardent et qui luttent dans des collectifs ou en tout cas localement. Qu'on verra quelque chose de nouveau aussi pour gagner, parce qu'il y a urgence. Je le rappelle, avant de partir, Dagmara Boyenko, il y a un site pour voir vos photographies et l'exposition en ligne. C'est paysage-d'inégalité.fr.
Le lien s'affiche à l'écran. Il y a des explications qui accompagnent les photos. C'est très intéressant et ça permet de beaucoup mieux comprendre les enjeux de toutes ces luttes locales. Je rappelle, vous êtes allé rencontrer à la rencontre de 6 collectifs différents dans le pays. Je vous invite donc à aller voir. Vous allez partir exposer dans différentes villes d'Agmara d'ailleurs. C'est l'objectif. On est en pleine recherche et création de dossiers de candidature pour des lieux un peu à Paris encore, mais surtout en extérieur, mais aussi ailleurs en France. Donc, s'il y a des gens qui nous regardent, qui ont des contacts, enfin par exemple des mairies ou des jardins, notre objectif, c'est de faire découvrir ces projets au grand public. Donc, pas qu'aux personnes qui sont déjà intéressées et engagées, mais vraiment le maximum de personnes. Et c'est pour ça qu'on fait le choix aussi d'exposer dans des lieux publics autant que possible. Pour en parler, notamment parler des inégalités environnementales. En tout cas, super. Je vous conseille tous d'aller voir ces expositions. Merci. Je le rappelle aussi, donc, Kevin Vacher, vous êtes le rédacteur de cette étude. Les David s'organisent contre Goliath, état des lieux des mobilisations locales contre les projets inutiles, imposés et polluants en France. On peut aller le voir sur Internet, on peut le consulter. Oui, on peut le consulter sur le site lutte-local.fr au pluriel. Et on pourra aussi découvrir la boîte à outils qui a été recensée par Z2A, Notre Affaire à tous et Terre de Lutte, avec un petit peu toutes les ressources juridiques, démocratiques, comment se mobiliser, les ressources stratégiques mises à disposition des collectifs et des associations pour pouvoir se mobiliser et gagner. Et je le rappelle justement, Terre de Lutte, les collectifs qui se battent aujourd'hui peuvent du coup vous contacter pour essayer aussi d'obtenir du soutien. Je vous remercie tous les 4. Encore bon courage Viviane, j'espère que ça va aboutir sur du positif. Une dernière chose, pour tous ceux qui aiment nous écouter plutôt que nous regarder, vous pouvez retrouver toutes ces discussions également en podcast, donc sur toutes les plateformes d'écoute. Merci encore tous les 4 d'être venus sur le plateau du Média. Merci.